bienvenue à tous dans ce débat que nous allons mener avec Ahmed Messaoudi. Bonjour Ahmed. Voilà, donc on va s'appuyer sur cet ouvrage là, que tu viens de sortir, qui s'appelle « Réinventer l'école à l'ère de l'intelligence artificielle », sous-titré « Réflexion pour une reprise en main du numérique à l'école ». Donc moi, quand j'ai lu ça, je me suis jeté dessus et je crois franchement que j'ai rarement annoté autant un bouquin et fait autant de pages de notes et de questions à la fin en me disant ce gars-là, il faut que je lui tombe dessus et que je lui pose des questions parce que non, c'est vraiment très stimulant. Je crois qu'il n'y a pas une dimension du problème que tu n'évoques pas. Alors attention, je te dis tout de suite, je ne suis pas d'accord avec toutes tes position, mais c'est bien parce que tu as l'analyse objective, factuelle, sociologique même. Voilà, tu en parleras tout à l'heure. C'est un fait social qu'on est en train de vivre et qui bouleverse nos existences. Donc il y a la dimension analytique. Et puis après ça, évidemment, tu mouilles aussi un peu. Tu dis, toi, quelles sont tes positions. Et c'est là-dessus, évidemment, que j'aurai beaucoup de choses à faire. Alors voilà, ce que je propose qu'on fasse, c'est d'abord que tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas, que tu dises très rapidement quel est ton parcours, éventuellement quel a été ce projet de livre et comment tout ça est né. Et puis après, on va s'appuyer sur un petit dialogue que tu as mis au point. Enfin, tu vas nous dire comment d'ailleurs, parce que l'IA y est pour beaucoup. On discutera de ce dialogue, de ce qui est dit, mais de comment c'est fait aussi. Parce que, et en quoi ça peut être intéressant justement de faire travailler l'IA. Et puis après, je prendrai dans ma grosse réserve de questions une petite série d'une douzaine de questions à te poser sur lesquelles on discutera librement ensemble. Ça te va ? Oui. Voilà, donc je te laisse te présenter, dire qui tu es, d'où tu vis, enfin, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à ça. Bien, donc je m'appelle Ahmed Messaoudi, je suis proviseur et j'ai fait l'essentiel en fait de ma carrière professionnelle dans le milieu éducatif avec divers statuts. Ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est tout ce que j'ai pu vivre en fait suite au Covid notamment, où pour moi le Covid ça a été un moment où on a renvoyé tout le monde derrière un écran. Et ça a été un catalyseur et puis quelque chose qui a vraiment développé en fait chez les élèves des comportements particuliers, chez les élèves, chez les familles aussi, chez les adultes aussi, parce que je parle beaucoup de jeunesse en fait dans mon ouvrage, mais voilà, ça touche aussi les adultes. Donc ma question, c'était de savoir ce qui se passait au niveau de l'impact du numérique. Lorsque j'ai vu revenir en fait les élèves suite au Covid, ils étaient un petit peu désorientés. Il y avait beaucoup d'élèves qui se sont un petit peu perdus dans le numérique, et puis d'autres qui ont été aidés aussi, puisqu'ils ont gardé un lien social. Le seul lien social qu'on pouvait avoir à l'époque, c'était un lien numérisé, donc via les écrans, via les cours. Et j'ai vu se développer beaucoup de comportements que je dirais entre guillemets déviants, c'est-à-dire que le numérique a été responsable, pour moi en qualité de chef d'établissement, de 7/10 des sanctions que je pouvais poser. Il était à l'origine de 8 à 9/10 des conseils de discipline dans mon établissement. À chaque fois, de près ou de loin, en fait, il y avait un impact des réseaux sociaux. Donc, ma réflexion, c'est de repenser l'école qui accueille en fait les jeunes avec cet impact du numérique et comment en fait cela modifie en fait tous nos rapports en fait au monde. Alors, je considère, en reprenant la pensée d'Émile Durkheim, que c'est un phénomène social total parce que ça modifie complètement en fait nos façons d'être, nos manières de penser, de sentir et d'agir. Donc c'est un phénomène social total tel que Durkheim en fait le définissait à l'époque, et je reprends sa pensée pour essayer modestement de la prolonger, parce que je trouve que c'était une grille de lecture qui m'a permis en fait d'avoir une vision un petit peu holistique de cette marée numérique qui nous arrivait sur la figure. Donc j'ai repris sa pensée et j'ai essayé donc de la comprendre et de la prolonger. Durkheim avait une explication des sociétés dites traditionnelles avec ce qu'il a avancé comme concept. En fait, c'était que ces sociétés étaient marquées par une solidarité mécanique, c'est-à-dire que les gens étaient grosso modo interchangeables dans
dans leur travail, dans leur mission, voilà. Et puis, il détermine en fait un moment où on passe en fait à une solidarité qu'il appelle organique. Donc, il a été aussi catalogué dans le courant des organicistes, c'est-à-dire que les gens vont se spécialiser au fur et à mesure et vont déterminer des fonctions qui, comme dans un organisme, en fait, le foie fait quelque chose, le cœur fait quelque chose, l'estomac fait quelque chose. Ces complémentarités, en fait, vont faire société. Donc là, on passe à une solidarité qu'il appelle organique. Et là, c'est aussi, en fait, marqué pour lui, en fait, le passage vers une forme, en tout cas c'est ma lecture, hein, forme d'individualisme. C'est-à-dire que les gens vont être de plus en plus spécialisés, puis de plus en plus, en fait, individualistes, et ne plus se penser comme un corps homogène, global, mais comme des spécialistes avec des missions particulières dans une société où la complémentarité, en fait, est requise. De façon à être plus efficace aussi, plus productif. Voilà. Donc c'est aussi la révolution industrielle qui traverse tout ça avec les chemins de fer et tout ça. Donc là, je reprends cette pensée pour amener un concept voilà, un petit peu nouveau qui est la solidarité hybride, c'est-à-dire que là, maintenant, en fait, on dépasse le cercle des humains et on va vers quelque chose où l'homme, en fait, se lie à la machine. Les productions sur Internet, maintenant, diverses et variées, en fait, sont parfois le produit de l'humain, le produit de machines, donc d'algorithmes et d'intelligence artificielle, et puis des produits divers et variés où en fait l'homme intervient à des degrés divers, la machine intervient à des degrés divers pour produire en fait un ensemble de connaissances. Donc cette masse de connaissances en fait qui est produite, qui est hybride entre la machine et l'homme, ben, nous fait rentrer en fait dans une solidarité que j'estime hybride. Le principal concept en fait, ou clé en fait que j'identifie dans ce passage-là, c'est une friction, voire même une tension forte entre le temps algorithmique, le temps en fait de la machine, le temps des algorithmes, et puis le temps qui est le nôtre, le temps organique, le temps humain. Et ce temps-là en fait ne va pas à la même vitesse que le temps algorithmique. Ces frictions, ces tensions, en fait, créent ce que j'ai appelé, mais aussi, là aussi en rendant hommage à Durkheim, ce que j'ai appelé l'anomie numérique, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du dérèglement à plusieurs niveaux. Il y a donc dans les propositions que je fais dans ce livre, et à la fin je voudrais aussi le resituer, ce livre, par rapport à ce qui est produit aujourd'hui, pour bien le situer par rapport à des tendances, voilà. Il y a donc dans l'anomie numérique plusieurs problématiques qui sont saillantes en fait et qui frappent véritablement l'école, les professeurs et puis l'ensemble de la communauté éducative. On a une anomalie numérique qui s'exprime à travers en fait une idéalisation en fait des corps, avec un rapport au corps qui a complètement changé, un rapport aussi à la pornographie, puisqu'en fait il y a ça aussi, le numérique a amené ça aussi très tôt en fait chez les élèves, avec une conscience en fait qui est complètement biaisée. Voilà. Et ensuite le sommeil qui est profondément affecté par le numérique, avec des FOMO, c'est-à-dire un effet sentinelle, c'est-à-dire que les élèves en fait ont peur de perdre des notifications, donc ils sont sans cesse en fait en train de voir ce qui se passe en fait sur leur smartphone, qui fait partie intégrale en fait quasiment de leur corps. Donc là pour le coup la solidarité hybride elle est presque décrite physiquement, c'est-à-dire qu'il y a un prolongement avec le smartphone en fait du corps humain des élèves. Il y a tout ce qui concerne le cyberharcèlement, et où là en fait ça a décuplé en fait les problèmes de cyberharcèlement, et on s'aperçoit aujourd'hui à l'école que le harcèlement en fait ne s'arrête pas à la grille ou à la porte en fait de l'école, ça continue en fait jusque dans le lit des élèves, très tard dans la nuit, en annihilant complètement le sommeil, et puis les professeurs recueillent en fait au petit matin en fait des élèves avec des poches sous les yeux, complètement fatigués. Puis je confirme. Voilà. Et pas aptes à recevoir en fait l'apprentissage. Donc en fait ils sont pas prêts, ils sont pas réceptifs à l'enseignement qui est dispensé par les enseignants. Donc là, on va rentrer dans tout le détail de ça. Tu voulais dire que tu voulais situer ce livre par rapport à d'autres qui sortent Alors
Pour le situer, en fait, moi, j'estime en fait qu'il y a deux pôles. Il y a un pôle, en fait, qui est celui qui est occupé aujourd'hui par des gens qui me font peur. Voilà, des gens qui me font peur, et je suis très vigilant par rapport à ça. C'est tous les gens, en fait, qui prônent une forme, en fait, de transhumanisme, avec aussi, dans ce lot-là, en fait, des États aussi, hein, qui sont tentés par un techno-autoritarisme très fort. Je pense à des organismes voilà, sur lesquels en fait, il faut faire attention, tels que Palantir, voilà, qui est en fait un organisme américain de surveillance en fait, des populations. Et là, j'estime qu'il y a vraiment des soucis à se faire. Et tout ce que je vois en fait, sur la guerre en Ukraine ou sur ce qui s'est passé à Gaza m'inquiète aussi, parce qu'en fait, on en arrive à un point où c'est la machine qui décide en fait, de frapper. C'est la machine qui décide de qui cibler, et puis ensuite, aux États-Unis... Et de quel discours faire porter ou pas faire porter. Voilà. Donc là, j'ai une vraie inquiétude par rapport à ça. Et puis, de l'autre côté du pôle, on a des gens qui sont pour le non-usage. On a moi. Non, presque, je rigole. Tu as parlé des technophiles, de l'autre c'est les technophobes. Technophiles, plus que ça. Hein, plus que fil, oui, plus que fil. Hein, voilà. Et puis de l'autre côté, on a un pôle en fait, qui prône en fait, le non-usage. Et moi, mon livre, en fait, le curseur, il est plus proche en fait, de ceux qui prônent le non-usage que des technophiles dont je parlais tout à l'heure, avec tout ce qui se développe par rapport à la surveillance et puis aussi à la modification hein, de nos pensées, parce que la captation de l'attention dont je parle dans le livre, en fait, où les usages du numérique font que, en fait, aujourd'hui, on est happé par les jeunes, notamment avec un dernier rapport là, en septembre de la commission parlementaire au niveau de TikTok, en fait, où on voit en fait, que les élèves n'arrivent pas à se détacher en fait, du scroll infini en fait, que leur impose TikTok, avec des images brutales ou alors des images dangereuses, en fait, des images choquantes, voilà. Et ça, en fait, c'est grave, c'est très grave. Donc, en fait, je prends un petit peu mon bâton de pèlerin avec ce livre pour essayer de sensibiliser les gens à la gravité de la situation. Et ce que je crois, en fait, c'est que moi, je ne comprenais pas tout ça au départ. Et j'ai essayé de me poser et de me dire, bon, attends, mais qu'est-ce qui arrive, quoi? Et je suis revenu, en fait, à mes études de sociologie pour essayer d'avoir des grilles d'analyse de la situation. Et là, j'en ai proposé une. Alors, c'est pas moi qui vais te reprocher d'utiliser les grilles sociologiques, je suis prof de sociologie. Et franchement, si les gens se jettent dans le livre, il y a un glossaire à la fin, l'anomie numérique, les formes de solidarité, même FOMO, hein, la peur de manquer quelque chose, tout est défini, mais vraiment clairement, limpidement. Et voilà, donc tu accompagnes, je trouve, le lecteur dans ta réflexion. Tu lui imposes pas un cadre d'analyse sociologique qui tombe du ciel et qui serait incompréhensible. Et c'est ça qui est vraiment bien. C'est extrêmement clair et extrêmement stimulant, et même, je répète, et on en reparlera tout à l'heure, sur les points de désaccord qu'on peut avoir, voilà, tu nous donnes les moyens de comprendre voilà, jusqu'où on est capable d'aller ou jusqu'où on ne veut pas aller. Alors on va avancer dans la réflexion, si tu veux bien. Effectivement, la différence entre toi et moi, c'est que toi, l'IA te fait pas peur, que tu t'en sers, que tu sais t'en servir, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, parce que tu m'as rapidement dit, hein, quand on s'est contacté, que tu avais fait une présentation, tu as fait faire à l'IA une présentation de ton livre. Oui. Alors, est-ce qu'on la regarderait d'abord, et puis après tu nous diras comment elle a été faite? L'école, aujourd'hui, elle fait face à un défi, mais un défi immense, sans précédent. L'intelligence artificielle, la technologie numérique, ce ne sont pas juste de nouveaux gadgets, non, ça transforme tout en profondeur, notre façon d'apprendre, de penser, même d'être ensemble. La grande question, c'est comment on fait pour réinventer l'école dans ce nouveau monde? Allez, on plonge dans le sujet. Pour commencer, il y a cette pensée vraiment forte de la philosophe Hannah Arendt. Elle dit que l'essence même de l'éducation, c'est de conserver, de protéger quelque chose. Ok, mais alors, qu'est-ce qu'on doit protéger au juste, quand tout autour de nous change à une vitesse mais vertigineuse? C'est là toute la question, et elle est cruciale. Imaginez la scène. On est dans une cour de récré. Un débat éclate entre élèves. Et là, face à une question, paf! Le premier réflexe, ce n'est plus de chercher dans sa mémoire, hein. Non, c'est de dégainer son smartphone. Attends, on demande à GPT. Changement de décor. On est à l'infirmerie. Une élève est en larmes. Elle s'effondre. Parce que la violence, le harcèlement, ça ne s'arrête plus à la grille de l'école maintenant. Ça la poursuit partout, tout le temps, jusque dans sa chambre, via son écran.
Et puis, dernier tableau, la salle des profs. Le doute s'installe. Un enseignant se demande, est-ce que cette dissertation a été écrite par une IA? Comment on évalue un travail, une pensée, quand on soupçonne qu'en fait, c'est une machine qui est derrière? Bon, ces 3 scènes, ce ne sont pas juste des anecdotes isolées, on s'en doute. Ce sont les symptômes d'une transformation bien plus profonde. Une transformation que les sociologues appellent un fait social total. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un fait social total? C'est un concept qui nous vient du sociologue Émile Durkheim. En gros, ça nous aide à comprendre que le numérique, ce n'est pas juste une technologie de plus. C'est une force qui redéfinit absolument tout dans la société. Nos relations, notre rapport à la connaissance et même notre propre identité. Et au cœur de l'école, on assiste à un véritable choc. C'est le choc entre 2 temporalités. D'un côté, on a le temps biologique, le temps humain, celui de la maturation lente, de la réflexion, du sommeil. Et de l'autre, on a le temps algorithmique. Instantané, hyper rapide, optimisé, un temps qui ne connaît ni la fatigue, ni l'hésitation. Et évidemment, cette collision, ce choc des temps, ça a un coût humain, un coût qu'on peut appeler l'anomie numérique. C'est une forme de mal-être qui naît directement de cette nouvelle réalité. L'anomie, en fait, c'est la perte de nos repères collectifs. Toutes les règles qui avant structuraient notre rapport au monde, au savoir, aux autres, tout ça devient flou, ça s'efface. Et cette désorientation, elle est loin d'être anodine. Elle génère de nouvelles formes de souffrance, plus d'anxiété, des troubles de l'attention, bref, une vraie fragilisation de la santé mentale. Et un des symptômes les plus inquiétants de tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'anesthésie de l'empathie. L'écran, en fait, il agit comme un filtre émotionnel. On se sent protégé par la distance et du coup, certains se permettent d'infliger des souffrances qu'ils n'oseraient jamais, au grand jamais, causer en face à face. Le cyberharcèlement, c'est l'exemple le plus brutal de ce phénomène. Ensuite, il y a une autre bombe à retardement, mais beaucoup plus silencieuse. C'est l'érosion du sommeil. C'est un cercle vicieux en fait. La lumière bleue des écrans, ça dérègle complètement notre horloge biologique. En même temps, l'hyperstimulation des réseaux sociaux, ça maintient notre cerveau en alerte constante. Résultat, une dette de sommeil chronique qui vient saper les fondations même de l'apprentissage. Et là, il faut vraiment insister sur un point. Ce n'est pas de la paresse. Pas du tout. C'est le symptôme criant d'une dette de sommeil. Une dette invisible, oui, mais qui hypothèque littéralement l'avenir de nos jeunes. C'est simple. Un cerveau fatigué, c'est un cerveau qui ne peut juste pas apprendre. C'est mécanique. Ok, donc on a vu les conséquences sur les individus. Mais maintenant, il faut prendre un peu de recul et regarder les forces plus larges, les forces systémiques qui sont à l'œuvre, souvent dans l'ombre. Ce sont, en quelque sorte, les angles morts de cette révolution numérique. Le premier angle mort, et il est de taille, c'est de comprendre que ces outils numériques ne sont pas neutres. Jamais. Ils sont conçus au cœur de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Leur seul but, c'est de capter et de monétiser notre temps de cerveau. Et là, on a un conflit direct. L'école, elle, cherche à cultiver la concentration profonde, alors que ces plateformes sont designées, littéralement, pour la faire exploser en 1000 morceaux. Un autre angle mort, peut-être un peu plus subtil, concerne l'IA elle-même. Et la question est, est-ce que l'intelligence artificielle est en train de nous faire tous penser de la même manière, de formater, d'homogénéiser notre pensée? Parce qu'il faut bien comprendre un truc, une IA générative, ça ne produit pas la vérité, ça produit un consensus statistique. En gros, ça nous donne la réponse la plus probable, la plus moyenne, la plus normale, en se basant sur la masse de données qu'elle a ingérées. Le risque, c'est que ça lisse toutes les aspérités, ça écarte les idées un peu différentes, minoritaires ou vraiment originales. Et attention, ce n'est pas juste une théorie en l'air. C'est concret. Une étude du MIT, par exemple, a montré que l'utilisation de ChatGPT pour des tâches d'écriture, ça réduisait l'activité dans les zones du cerveau liées à la pensée abstraite. Ce qui veut dire que l'outil ne fait pas que nous assister, il pourrait carrément être en train de reconfigurer nos propres habitudes mentales. Bon, le diagnostic est posé, et c'est vrai qu'il peut sembler un peu sombre. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Clairement, ni le rejet total de la technologie, ni son adoption aveugle ne sont des solutions viables. La seule voie possible, c'est de construire ce qu'on appelle une autonomie numérique. La première tentation, c'est souvent la plus simple en apparence, l'interdiction. On bannit les téléphones, on interdit l'IA. Mais en réalité, c'est une impasse totale. Faire ça, c'est passer complètement à côté du vrai problème. Et, pire encore, c'est renoncer à notre responsabilité première, celle d'éduquer. Il y a une analogie qui est toute simple mais qui est super puissante pour comprendre ça. On ne protège pas un enfant du risque de noyade en lui interdisant l'accès à toutes les piscines du monde. Non, on lui apprend à nager. C'est exactement la même chose ici. Le rôle de l'école, ce n'est pas de construire des murs, c'est d'apprendre aux jeunes à nager dans cet immense océan numérique. Alors, construire cette fameuse autonomie, qu'est-ce que ça implique ?
C'est une mission éducative à 360 degrés. Ça veut dire développer une compréhension technique des outils, bien sûr, mais aussi un esprit critique affûté, un sens de la responsabilité éthique, la capacité de créer avec ces outils, et enfin, une conscience de soi, une capacité à réfléchir sur ses propres pratiques numériques. Au final, l'objectif, il est là. Il est de former des individus qui maîtrisent leurs outils et non l'inverse, des individus qui ne se laissent pas maîtriser par eux. C'est une question fondamentale de pouvoir, de reprise de contrôle, de ce qu'on appelle l'agentivité humaine. Et tout ça, finalement, ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. À l'heure de l'intelligence artificielle, est-ce que la mission la plus essentielle de l'école, ce ne serait pas finalement de se recentrer sur la préservation et la culture de tout ce qui nous rend singulièrement et profondément humains ? Bien, alors si tu veux bien, Ahmed, j'aimerais d'abord qu'on parle que de la forme de cet exposé. On parlera après du contenu, hein, mais vraiment que tu nous dises comment ça a été fait et comment tu as travaillé avec l'IA, puisque j'ai le sentiment que ça a été fait avec l'IA. Tu peux raconter comment ça a fait un truc pareil? Alors, comme prof, ça m'intéresse. Hein, alors, c'est la vidéo qu'on vient de voir est strictement produite à 100% avec l'IA. Donc j'ai utilisé un site qui s'appelle NotebookLM où j'avais en fait posté mon manuscrit en fait j'ai inventé l'école, et je lui ai demandé en fait de réaliser une vidéo à partir de ça. Et il a réalisé automatiquement cette vidéo. Pas d'autres consignes? Aucune autre consigne. Fais-moi une présentation. Tu as donné une consigne de durée par exemple? Non, aucune. Rien. Et juste, fais-moi une présentation vidéo de ceci. Ouais. Et point. Enfin, 2 points. Et puis j'appuie. Et il te sort ça? Ou ça, c'est ce que tu lui as demandé de retravailler après une première lecture critique? Non, aucune autre. C'est une V1. Voilà. C'est une V1 de l'IA. Voilà. Alors moi, il y a des trucs qui me bluffent. Hein. On l'entend respirer, le gars. Hein. C'est pas une voix. Il reprend sa respiration après des séries de mots, pas après n'importe quel mot. En fait, il fait il élude à un moment des voyelles. Il dit. J'avais noté. Hein, il y a beaucoup de profs où c'est le danger de ça. Donc c'est vraiment. On est dans une imitation ou une reproduction. Je sais pas comment il faut dire. Absolument parfaite de l'humain. Parce que tu dis effectivement, l'idée c'est préserver l'humain. Il termine en disant l'idée c'est préserver l'humain, mais là on préserve quoi? On préserve un semblant d'humain c'est un humain incarné par des machines. Disons que la machine en l'occurrence prend mon manuscrit, en fait la synthèse et produit une vidéo. Donc elle reprend en fait ce que j'ai écrit dans mon manuscrit pour en faire une présentation. Oui, mais elle dit pas attention, je suis une machine. Elle dit je suis un humain. Vous pouvez, c'est un humain qui vous parle. Oui. Hein, je veux dire, dans l'Odyssée de l'espace, on sait que c'était une machine. Hein, Dans un certain nombre de films de science-fiction, là, à la limite, je présente ça, je peux dire, j'ai enregistré ça, ou c'est un prof que je connais, un grand prof qui a préparé ça, alors que c'était littéralement une machine qui l'a fait. Et ça, toi, ça te... L'idée qu'on puisse travailler justement en utilisant l'IA pour rentrer là du coup un peu dans le fond de la discussion. En fait, pourquoi produire ce genre de dialogue en fait? Est-ce que c'est juste parce que nous on a envie de s'amuser avec ces outils incroyables, absolument hallucinants, on est quasiment dans, ou alors est-ce que ça il y a une valeur ajoutée pour toi? Pour moi la valeur ajoutée. Alors d'abord ce livre, je l'ai écrit aussi avec l'IA. Et la deuxième partie du livre, en fait, c'est une réflexion sur le droit d'auteur. C'est-à-dire que je me pose la question de savoir qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui ne vient pas de moi. Ensuite, dans ce que tu dis, il y a plusieurs questions. Il y a la question du vrai et du vraisemblable. Le vrai et le vraisemblable, c'est une question fondamentale que j'aborde aussi avec le thème de la désinformation, parce qu'on voit en fait que sur Internet, on a des faits scientifiques qui circulent avec... la même légitimité en fait que des fakes absolus et des histoires abracadabrantes. Donc en fait, tout ça circule avec la même autorité et on se retrouve en face de choses qui sont parfois vraies, parfois vraisemblables et on ne sait pas trop où mettre le curseur de ce qui est vrai, de ce qui est vraisemblable. De plus en plus, c'est de plus en plus difficile. D'ailleurs, ça participe aussi de ce que j'appelle en fait l'anomie numérique, c'est-à-dire que là, il y a un vrai problème de désinformation
auxquels on est confronté, puisque en fait, les élèves, compte tenu du nombre de likes sur un post, vont dire non, monsieur le professeur, vous avez tort sur ce que vous dites, puisque moi, en fait, on me dit le contraire dans ce post-là avec 32 000 vues et puis 36 000 likes. Et à partir de ce moment-là, la légitimité du professeur, quel que soit son fondement scientifique sur ce qu'il apporte, en fait, est remise en question. Donc, tout ce qui m'a intéressé et comment j'ai utilisé l'IA pour travailler. Alors, moi, je me suis strictement contenté de remettre en forme, corriger, reformuler, et aussi, j'ai utilisé Perplexity notamment pour de la recherche documentaire, parce que ça m'intéressait d'avoir des outils qui me permettent en fait de découvrir des choses auxquelles peut-être je n'avais pas pensé, des ouvrages auxquels je n'avais pas pensé. Donc là, ça m'a permis d'élargir un petit peu ma bibliographie vers des documents en fait auxquels je n'avais pas pensé au départ. Voilà. Donc après, comme le dit si bien l'IA en parlant d'elle-même, pour le coup, la production qui est générée par l'IA générative, on parle de celle-là, parce qu'on pourrait parler aussi de tout ce qui est adaptatif avec des essais pour lesquels je suis très très aussi sceptique. Donc tout ce qui est IA adaptatif avec des exercices qui sont faits pour un élève compte tenu de ses difficultés, en fait je trouve qu'on enferme tout le monde en fait dans des bulles informationnelles qui font que le lien social fondamental et authentique, qui est nécessaire et fondamental à la relation éducative, on le met en l'air. Et ça, franchement, je suis très sceptique par rapport à ces IA dites adaptatives, où en fait on met un gamin derrière un écran et puis on lui dit la machine elle va te dire ce que tu ne sais pas et tu vas apprendre à savoir ce que tu dois savoir. Donc tout ça en fait, l'IA générative aussi, c'est quelque chose dont il faut bien prendre conscience, elle ne produit qu'un contenu en fait statistique, c'est-à-dire ce qui est le plus communément admis comme réponse probable à une question ou à une suite en fait de tokens. Enfin, c'est comme ça que là, les mots sont découpés en unités de signes et donc voilà, là l'IA va nous générer en fait les signes les plus probables après les signes en fait qu'on a demandé. Donc cette IA générative n'est pas capable d'innovation, elle n'est pas capable de création, elle va produire du statistique. Et ça, c'est, à mon avis, si vous voulez, peut-être ce qui reste à l'humain. C'est-à-dire que nous, on est capable de faire des erreurs, voire de la serendipity, en anglais, voilà, de découvrir des choses par erreur. Découvert par hasard. Voilà, ouais. Découvert par erreur ou par hasard. Ça, l'IA elle va pas pouvoir le faire. Donc l'humain reste là-dessus. Sur la créativité aussi, l'humain, il reste là-dessus. Mais par contre, je suis persuadé en fait que l'IA ne peut pas générer de la création, puisqu'en fait elle est dans la restitution de ce qui a déjà été fait, compte tenu de tout ce qu'elle a utilisé. Et pour répondre à ta question première tout à l'heure par rapport aux intonations, avec voilà, une petite voix dramatique quand en fait on voit qu'il y a une élève qui va à l'infirmerie où voilà, il y a un peu de pathos dans la voix de l'IA telle qu'un humain pourrait l'avoir. Tout ça, c'est la restitution d'un ensemble de données en fait, de data qui permettent en fait à l'IA, compte tenu de cette immensité, et il faudra qu'on parle aussi de l'écologie quand même là-dedans, parce que ça a un impact écologique incroyable cette histoire. Et donc là aussi c'est un chapitre du livre qui pour moi est fondamental, parce que c'est vraiment dramatique au niveau de la consommation énergétique que ça peut nécessiter. Donc toutes ces datas en fait gobées par l'IA et avalées en fait, à la fin, peuvent produire en fait un contenu statistiquement moyen de ce qui est attendu, une forme de médiocrisation. J'appelle ça aussi comme ça dans le livre. Voilà. Alors, attends, revenons sur l'authenticité. Moi, comme prof, je pense que ce qui est très important, c'est de créer un rapport assez authentique avec mes élèves et un rapport de confiance en particulier, confiance dans la parole de l'autre, et qu'il crée ce rapport humain de confiance qui leur vient de quelqu'un qui normalement a quelque chose d'authentique, qui se présente avec d'ailleurs son savoir et ses faiblesses. Moi, j'ai aucun souci à
constater avec mes élèves que je me suis trompé, ou que j'ai fait une erreur, ou que je ne sais pas telle date, alors je vais la chercher tout de suite sur Internet devant eux, je leur dis oh, désolé, j'ai oublié la date de naissance de Durkheim, on va la retrouver, etc. Et donc, effectivement, et l'authenticité, tu en parles beaucoup. Et là, je reviens sur le fait qu'on a affaire à une machine qui nous dupe complètement, et dans laquelle il n'y a plus du tout d'authenticité, puisqu'elle fait croire, en imitant parfaitement l'humanité, qu'elle est humaine alors qu'elle ne l'est pas. Donc comment on peut dire aux élèves développer des rapports authentiques les uns avec les autres, et y compris avec les savants, et y compris avec les anciennes générations qui nous ont légué tout un héritage qui a son authenticité, ses imperfections, etc. Puisque maintenant, de toute façon, ce que vous allez gober, ce que vous allez avaler, qui viendra des différents canaux numériques, eh bien vous n'aurez plus aucun moyen de savoir si c'est authentique ou pas. Ouais. Comment on sort de ce truc-là? Pas plus tard qu'à midi, je discutais, je parlais de René Descartes et puis du discours de la méthode. En fait, on revient à des questions fondamentales, quoi. C'est-à-dire que tout à l'heure, la question du vrai et du vraisemblable, comment on discerne, Et c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile, et je crois que il faut mettre en place en fait les conditions d'enseignement, d'un esprit critique, d'une autonomie numérique, pour permettre aux élèves en fait de décrypter ce qui relève du fake et ce qui relève en fait de quelque chose d'authentique. Mais il y a quelque part à reprendre aussi la méthode journalistique, c'est-à-dire que les journalistes, en recoupant en fait les informations, il y a des possibilités de pouvoir mettre en place en fait une méthodologie qui puisse permettre en fait à chacun de se faire une idée de la véracité de certains propos. Mais on ne joue pas avec le feu à utiliser justement ces outils qui perdent. L'anomie, c'est l'effacement des repères. Est-ce qu'on n'efface pas sans cesse plus les repères si on s'équipe et on se laisse envahir, excuse-moi, je vais avoir un discours très alarmiste, envahir par ces outils qui ne font que faire semblant en fait. Et est-ce qu'on ne prend pas le risque de faire disparaître l'humain, celui à qui on peut encore faire confiance? On sait que les éditeurs, maintenant, ils ne savent plus quand ils reçoivent quelque chose, d'où ça vient, et qu'ils en reviennent à la bonne vieille méthode, c'est-à-dire qu'on prend comme nouvel auteur quelqu'un qui est connu par quelqu'un à qui je fais confiance, et donc on crée des liens de confiance comme ça, pour être sûr qu'on a encore de l'humain là derrière. Donc, est-ce que nous, les enseignants, si on laisse arriver tous ces outils dans nos cours, et si on s'en sert même, j'allais dire, comme tu t'en es servi, là, c'est remarquable, hein, cette présentation notebook, mais voilà, est-ce que ça serait pas mieux que ce soit un enseignant, quitte à ce que lui, il s'en serve de la machine pour gagner du temps, parce qu'effectivement, en quelques minutes, le cours pour le lendemain, il est prêt, après, j'ai plus qu'à me le réapproprier, mais enfin, est-ce que ça serait pas mieux que ça... Voilà, qu'on limite au maximum, en tout cas auprès des jeunes. Voilà, c'est pas pour nous. Hein. Après, la question, est-ce que nous, on s'en sert de ces machines? Si une machine est utile à quelque chose... J'entends ce principe en fait de précaution, mais moi ce que... Oui, exactement, un principe de précaution. Tout à fait, c'est là-dessus, en fait, en tout cas, c'est comme ça que je comprends tes propos. Pour moi, en fait, on baigne dans le numérique. On n'y peut rien. Il y a des intérêts majeurs et qui sont liés au capitalisme. Il y a des intérêts majeurs qui sont à la manœuvre et qui nous inondent d'algorithmes sur tous les plans. Parce que quand je parle d'intelligence artificielle, moi je ne voudrais pas qu'on se limite à ça. Moi je parle de tous les algorithmes qui traversent les réseaux sociaux, qui traversent TikTok, qui traversent Instagram, qui traversent Snapchat, enfin tous les algorithmes qui traversent tout. On ne peut pas lutter contre ça en disant voilà, on va les interdire. Parce que de toute façon, en mettant ces digues-là, elles sont submergées aussitôt. Donc, moi j'estime que puisque nous sommes baignés là-dedans, il faut apprendre à nager. Donc il faut apprendre en fait, à donner aux élèves en fait, les codes qui leur permettent de se mouvoir dans ce monde numérique avec un esprit critique et puis une autonomie numérique. Voilà mon propos. Mon propos, c'est de dire... voilà, on est envahi, la marée nous a submergés. Comment on fait pour s'en sortir face à ça, en préservant au maximum ce qui est humain? Donc c'est une défense absolue en fait de l'authenticité des relations éducatives dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi en fait de notre dimension humaine face aux machines. Mais je ne crois pas à l'interdiction. Je crois que demain, tel que en fait, les choses se font en ce moment, on met des feux rouges un petit peu partout, mais en fait il y a une nouvelle voie qui se fait aussitôt et avec des nouvelles règles.
Et en fait, il faut apprendre aux élèves à se conduire dans cet univers-là, plutôt que de mettre des feux rouges avec des interdictions et des bornes. L'interdiction, par exemple, dont on parle en ce moment en essayant de situer un âge auquel, en fait, on veut interdire les réseaux sociaux aux gamins. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer dans les cités et partout? Les gamins, ils vont trouver un biais pour pouvoir aller sur ces réseaux-là. Mais comme, en fait, on ne les aura pas éduqués à ça, ils vont se retrouver seuls dans cet univers-là avec tout ce qu'on connaît par rapport à la captation de l'attention. Et même maintenant, en fait, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que là, on parle d'économie de captation de l'attention avec des choses qui font que les élèves n'arrivent pas à décrocher de ces univers en fait, numériques biaisés, quand même le dire. Maintenant, on est rentré dans un autre monde. On est rentré dans un monde en fait, de captation de l'intention. C'est-à-dire que les intelligences artificielles, notamment certaines, que je ne nommerai pas, commencent à nous connaître, commencent à savoir ce qui nous intéresse, commencent à savoir ce qui nous choque, ce qui ne nous choque pas, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et donc elles commencent à nous profiler. Et elles vont nous proposer, à travers des objets économiques, hein, donc ça va peut-être être des chaussures ou un canapé, des choses auxquelles, en fait, on n'a pas encore pensé et qui vont satisfaire une envie parce qu'elles seront, en fait, on aura été profilé. Et donc, l'IA va savoir, en fait, que toi, tiens, compte tenu des questions que tu te poses, eh bien, tu vas être intéressé par ça. Et donc, je vais te le proposer. Donc là, on est rentré dans un autre monde. C'est plus la captation de l'attention, c'est la captation de l'intention. C'est-à-dire avant même, en fait, que l'idée n'ait surgi chez nous. Et ça, c'est vertigineux. Enfin, je trouve que c'est vertigineux. Donc, toutes ces choses-là, en fait, qui sont vertigineuses et qui arrivent les unes après les autres avec des avancées technologiques. Des avancées technologiques, ce n'est pas des avancées humaines, c'est des avancées technologiques. De plus en plus fortes, en fait, sur nous. Si on n'apprend pas, en fait, aux élèves à avoir un esprit critique par rapport à ce qui leur est donné, eh bien, on va perdre beaucoup de batailles et on va rentrer, en fait, dans une société où beaucoup de gens ont des problèmes notamment de santé mentale. Alors ça, j'entends très bien. Et finalement, on parlait technophile et technophobe. Et en t'écoutant parler, je me suis dit, tu es techno-optimiste et tu es aussi humano-optimiste. C'est-à-dire, tu penses que l'humain va pouvoir, dans tes propositions, va pouvoir trouver comment, effectivement, naviguer avec ça. Donc voilà, il y a un techno-optimisme qui t'anime et un humano-optimisme aussi. Tu penses mais je fais confiance au cerveau humain. Et justement, je t'avais, page 22, tu écris « L'enjeu éducatif consiste sans doute à trouver le juste équilibre dans l'usage de ces technologies. » Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que vraiment, face à un truc aussi puissant que ça, est-ce que l'humain, face à la technologie, est-ce que le jeu est égal? Et est-ce qu'effectivement, il est où ce juste équilibre face à un truc qui est capable de nous faire la peau, en fait, qui est capable d'être beaucoup plus puissant que nous? Bien, moi, je crois que le juste équilibre, il se trouve dans faire en sorte, en fait, que les outils numériques ne deviennent pas des substituts, mais des outils. Autrement dit, qu'ils restent à leur place, c'est-à-dire que ça reste des outils pour permettre, en fait, pour nous permettre, en fait, d'avancer. Juste un exemple qui n'est pas dans le livre, puisque c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, mais au départ, en fait, en 2023, par exemple, les scénaristes américains ont fait une grosse grève, en fait, aux États-Unis pour dénoncer, en fait, l'usage de l'IA dans la rédaction des scénarios et pour défendre aussi leur statut. Mais maintenant, aujourd'hui, là, il n'y a pas si longtemps que ça, je lis un article où, en fait, ils sont tous partis en formation pour utiliser l'IA pour la rédaction, en fait, et je pense qu'en fait, c'est un usage raisonné de l'IA qu'il faut installer parce que de toute façon, on baigne dedans. Donc, il faut faire avec au mieux. Et je fais confiance, effectivement, à l'esprit humain. Ouais, parce que je pense qu'on peut arriver à construire
un usage raisonné. Tu le dis, toi, page 67, tu dis que ce n'est pas un simple outil. Et d'ailleurs, tu as dit tout à l'heure, c'est un fait social. Donc, à partir de là, si c'est un fait social, est-ce qu'on a encore la possibilité d'organiser un fait social? Je veux dire, de nos jours, qui se pose la question de la place qu'on va donner à l'électricité ou au pétrole, par exemple? Il y a des gens qui pensent, effectivement, et je discute beaucoup avec eux, ils sont persuadés qu'on va pouvoir... mais en fait, qui se pose la question de la place du pétrole ou de l'électricité? L'électricité, il est là, et personne, et on fait avec. Et donc ces technologies sont tellement fortes à partir du moment où elles sont installées, où c'est plus un outil, l'électricité, c'est effectivement un élément essentiel de nos vies, de nos existences, et personne n'envisage, ni même qu'on décide de supprimer l'électricité. Et même d'ailleurs les gens qui disent qu'il faut réduire les fossiles, on ne pense pas qu'on supprime le pétrole, le charbon et le gaz, mais qu'on le réduise à sa part la plus congrue. Et on n'y arrive pas. Donc c'est un peu les mêmes problématiques, on est d'accord? Oui, quelque part ça se ressemble, mais il y a quand même des gens qui luttent, qui se fédèrent, pour essayer de mettre en place un usage raisonné de l'électricité, de façon à ne pas consommer de façon abusive, du pétrole, de façon à limiter et d'ailleurs même le numérique, en termes d'énergie et puis en termes de bilan carbone, c'est assez dramatique. Donc moi je pense que cet usage raisonné, il participe du même mouvement, c'est-à-dire que l'électricité, comme tu le dis, en fait, est installée partout. À peu près s'électrifier, c'est électrifié. Ouais. Moi, je rappelle les carottes à la main quand j'étais gamin. Maintenant, il y a des machines pour le faire. Tout ce qui peut, tout ce qui est électrifiable est électrifié. Tout ce qui est numérisable va donc être numérisé. Donc, on a affaire à des ressources comme l'électricité, comme le numérique, ça en est une aussi, comme le pétrole. Mais moi, ce que je voudrais arriver à expliquer et à t'expliquer, c'est que on ne maîtrisera pas ce qui nous est donné. On ne maîtrisera pas l'ensemble de la consommation électrique. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, c'est notre posture. C'est-à-dire, quelle position on a face à ça. Donc, si jamais je veux avoir une consommation raisonnée, en fait, effectivement, ça m'appartient. C'est-à-dire, c'est moi qui vais décider de ne pas consommer tant d'électricité parce que je trouve que ça nuit, en fait, à la nature et puis à la terre sur laquelle on vit. Je décide en fait de limiter mon bilan carbone au maximum de façon à participer à la protection de l'environnement. Donc c'est une position personnelle, donc une éducation, une forme de pratique qui doit être en fait le cœur du sujet. C'est pas le nombre ou la quantité de data sur laquelle en fait il y a des multinationales, il y a des États qui en fait abondent et puis investissent des milliards et des milliards là-dessus. Donc en fait, la vague numérique, elle est pas maîtrisable. Ça, c'est pas maîtrisable. Par contre, la posture qu'on a, nous, et c'est ça qui nous reste, quoi. C'est-à-dire, c'est comment en fait on peut se positionner par rapport à ça, quel usage je peux en faire de façon raisonnée sans tomber dans quelque chose qui serait de la dépossession de la pensée. Et qui nous permettent en fait de toujours exister en termes d'être humain et d'être créatif. Justement, pour se préserver, tu cites à un moment créer plus d'espace de déconnexion volontaire, par exemple. Oui. Alors moi, j'ai tout de suite pensé à ma salle de classe. On est d'accord, c'est un espace de déconnexion volontaire. Ok. Donc finalement, et parmi les choses que l'humanité a réussi à limiter, il y a quand même, et moi je prends toujours cet exemple-là, 2 substances addictives qui sont le tabac et l'alcool, et pour lesquelles on a dit, ça c'est trop dangereux, les mineurs, vous n'y toucherez pas, sauf si vos parents ont l'imprudence de vous laisser faire, et autrement, les adultes, après ça, une fois qu'ils auront l'âge de prendre les responsabilités, les prendront en fumant ou en buvant à volonté, en assumant les conséquences. Est-ce qu'on ne pourrait pas, puisqu'on en parle un petit peu en ce moment là, avec la dernière sortie du président Macron, dire que finalement, étant addictif, alors là je parle moins de l'usage de l'IA à l'école, je dérive un peu sur mon sujet préféré qui est le téléphone. Est-ce qu'on ne pourrait pas, et est-ce que ça te choquerait si on disait, non, il y a marqué attention danger, attention danger, donc on ne le met pas dans les mains des enfants,
Et en revanche, les enfants savent que le numérique existe, que les outils existent, on s'en sert à l'école, nos lycées, nos collèges sont suréquipés et on peut tout à fait effectivement les familiariser avec ça. Et puis de toute façon, on sait très bien que même si on interdisait, ce ne sera pas comme le tabac et l'alcool avant que les familles se privent de s'en servir et de le donner à leurs enfants. Mais au moins on aura envoyé, il s'agit quand même là d'assumer sa responsabilité éducative. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure, notre responsabilité première, c'est d'éduquer, et donc éduquer en disant attention danger. Quoi. Alors, dans le livre, effectivement, je parle en fait de SAS, d'espace de tiers-lieu attentionnel, c'est-à-dire d'espace en fait où l'interdiction serait posée. Effectivement, je pense que c'est nécessaire, mais il ne faut surtout pas qu'il n'y ait que ça. C'est-à-dire que, en fait, il faut alterner ces moments-là avec des moments où on va expliquer comment utiliser ces outils. Parce qu'une fois la grille de l'école franchie, l'élève, lui, il se retrouve en fait sans les règles de l'école. Et donc là, il va avoir un usage en fait de ces réseaux sans avoir été éduqué à cet usage-là. Donc c'est pour ça que je suis pour quelque chose qui est plus difficile, c'est vrai. C'est plus difficile que la simple interdiction. Ça nécessite un travail de réflexion, de définition, de méthodologie en fait, d'apprentissage et aussi de préservation de soi et de développement de l'esprit critique et de l'empathie aussi, parce que j'en reviens toujours aux compétences psychosociales, c'est fondamental, c'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, moi je trouve que les compétences psychosociales doivent être encore plus transmises en fait, à l'école qu'avant, parce qu'on se retrouve en fait en phase d'instruments ou d'usage du numérique qui en fait annihile l'empathie parfois. Et donc tout ça, en fait, il faut le redécouvrir l'authenticité en fait, de nos relations sociales à travers des espaces effectivement protégés, comme tu le disais tout à l'heure avec ta salle de classe, mais il faut aussi éduquer les élèves à pouvoir utiliser en fait, ces outils-là de façon raisonnée en dehors de l'école, parce qu'une fois qu'ils ont franchi la grille, ils sont livrés à eux-mêmes. Et moi, je refuse ça. Je trouve que c'est abandonner notre responsabilité éducative que de ne pas y aller. Voilà. Ok, mais tu sais à quoi ça m'a fait penser? Tu as évoqué tout à l'heure le problème dramatique de l'accès à la pornographie. Oui. On en est maintenant arrivé dans l'éducation nationale à créer des cours d'éveil à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Parce que nos gamins étant bombardés de pornographie, on s'est dit, nous les vieux, on va leur apprendre ce que c'est que l'éveil de la sexualité. Et on va arriver, moi je les ai vus, hein, on va arriver des gens qui sont sans doute experts, mais qui ont un âge canonique et qui vont expliquer aux jeunes ce que c'est que la puberté adolescente et d'être bouleversé par ses hormones. En fait, ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi on ne décide pas que nos gamins, pour qu'ils ne soient pas perturbés dans les réveils sexuels, on arrête avec ça, plutôt que leur dire vous allez bombarder de messages délétères, de trucs pires. On a eu un cas dans notre établissement où en fait les adultes n'ont pas pu regarder la vidéo qui impliquait une élève. Voilà, c'était atroce, c'était abominable. Et les élèves en parlaient et ils se la faisaient tourner entre eux en disant bon ça va, c'est bon, c'est un peu exagéré, mais quoi, bon. Donc nous les adultes, on est perdus par rapport à ça. On voit pas. Je vois mal comment on va leur dire respectez-vous les uns les autres, etc. Et on va vous apprendre ce que c'est qu'une sexualité épanouie, en sachant que mine de rien, chacun quand même fait son parcours dans son éveil de la sexualité. Et je ne sais pas s'il y a grand-chose à apprendre que la vie qui nous apprend ça. Mais en revanche, si on voulait les protéger, plutôt que d'arriver après la bataille, tu vois de quoi je te parle. Hein, tu me dis, bon, ben, puisqu'on est dedans, ben, apprenons-les à faire attention. Pourquoi on ne pourrait pas dire, mais non, mais évitons quand même que ça arrive, plutôt que faire les pompiers qui arrivent après, ou la cavalerie qui est dans Lucky Luke qui arrive après que les dégâts soient faits, quoi. Alors, sur la pornographie, moi je suis effectivement je suis pour l'interdiction de certains sites, voilà, avec un accès limité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je crois qu'à la base de tout, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais juste avant, j'en reviens en fait au CPS, aux compétences psychosociales, c'est-à-dire que j'estime que si on développe chez les élèves le plus tôt possible une éducation à l'empathie, c'est-à-dire la capacité de comprendre l'autre, de comprendre ses émotions, déjà de comprendre les siennes, parce qu'en fait, parfois en fait, les élèves ils ont du mal à comprendre leurs propres émotions, donc
Là, c'est une autre problématique, c'est la lexitimie. Donc, en fait, voilà, il y a quand même une problématique à ce niveau-là. Donc, moi, je crois que si on arrive à transmettre, en fait, de l'empathie à travers des séquences pédagogiques qui sont tout à fait imaginables, et d'ailleurs que je propose voilà, dans un guide que je suis en train d'écrire, je crois qu'à partir du moment où on est capable d'empathie, il n'y a plus de question en fait, de respect en fait, de l'autre, puisqu'on est réglé. Le problème est réglé. Mais la question, c'est comment on y arrive. Comment on y arrive? Moi, je pense qu'il faut vraiment se mettre à réfléchir à plusieurs sur vraiment une refonte totale, une réflexion vraiment efficace et avec des vrais outils à la clé de reprise en main du numérique à l'école. Oui, reprise en main, donc avec... C'est nous qui décidons quand et comment l'IA ou le numérique peut servir. Moi, et avec des longs moments sans. Oui, avec des longs moments sans. On école idéal un peu pour... Alors, moi, en tout cas, dans le livre que j'ai écrit, en fait, je l'ai écrit en tant que proviseur aussi. Et donc, je l'ai écrit à l'attention, en fait, d'élèves de collège-lycée, on va dire. Mais moi, j'estime qu'il y a toute une éducation avant, en fait, à mettre en place, qui est de l'ordre des CPS, c'est-à-dire une éducation à l'empathie, une éducation à la confiance, une éducation à la charte, c'est-à-dire que comment on utilise ces outils-là, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut produire nos règles ensemble, sur quelles limites on pose, en fait, ensemble à nos usages. Ça, cette construction-là, en fait, elle n'a pas besoin de numérique pour être réalisée. Elle a besoin de relations humaines qui font qu'en fait, on va apprendre ce que l'autre ressent. Donc, une empathie, c'est-à-dire une éducation à l'empathie, à la confiance, c'est-à-dire que je vais pouvoir exprimer mes erreurs, mes fautes, j'en sais rien, devant les autres sans avoir peur du jugement. Et puis, voilà, de rentrer dans quelque chose, en fait, qui nous lie les uns aux autres de façon apaisée. Et à mon avis, en faisant ce travail-là, on évitera tout ce à quoi on est confronté tous les jours, c'est-à-dire des problèmes de non-respect des personnes. Parce qu'en fait, dans la pornographie, il y a plein de on nie la personne qui est en face parfois, et donc elle est réifiée, c'est-à-dire que ça devient un objet. Dans le cyberharcèlement, c'est la non-considération de l'autre, la maltraitance. Tout ça, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'empathie, ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion par rapport au respect qu'on se doit les uns les autres. Donc tout ça, en fait, je crois que c'est des compétences psychosociales qui sont à travailler bien avant le numérique. Et c'est là où, en fait, le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est pas la technique. La technique, on s'en moque. Mais si jamais on se retrouve face à la technique avec une empathie qui est épanouie et qui permet en fait de comprendre les autres, alors l'usage qu'on aura de ce numérique-là fera qu'on n'ira pas sur du cyberharcèlement, sur du complotisme, sur des choses comme ça. Voilà. Comme éducateur, vraiment, c'était tout à fait à ton honneur de poser la question. Il faudra à un moment donné qu'on pose la question des parents, de ce que peuvent faire les parents et comment nous, si on fait ce boulot-là tout seul et qu'à la maison c'est pas fait, et ça servira à rien. Ces compétences psychosociales, qu'est-ce qui fait qu'un gamin il est empathique, qu'il est respectueux des autres et tout? C'est en grande partie de sa famille que ça lui vient, de son éducation. Or les parents, ils sont démunis, ils le disent eux-mêmes. Ils ont perdu beaucoup la possibilité. Donc comment faire, puisqu'on a besoin d'eux et qu'eux-mêmes nous disent. Et d'ailleurs certains nous disent heureusement, merci de le supprimer dans vos cours, ou bientôt au lycée, dans les collèges et les lycées. Il y a beaucoup de parents qui, quand on les rencontre, ils nous disent mais c'est super. Au moins on sait que pendant ce temps-là, on est assuré que notre enfant, et d'ailleurs c'était le principe de l'école, quand il est à l'école, on est assuré qu'il est en sécurité. Il est protégé. Mais y compris, il est protégé sur toute une série de pratiques numériques. Et c'est pour ça. Comment on fait nous pour mettre les parents, pour aider les parents, pour que les parents nous aident, et pour que du coup tout le monde participe à cette construction d'empathie, de respect dont on a besoin. Parce qu'effectivement, si on était assuré que tout le monde... Le problème de l'enfant, c'est qu'il est en construction, il est en train d'apprendre tout ça. Et à quel moment on peut... Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait d'impliquer les parents.
Et donc, dans le livre, ce que je propose, c'est des chartes numériques augmentées, c'est-à-dire réalisées avec les parents. Parce qu'en fait, il faut associer tout le monde. Il faut associer tout le monde à ça. C'est-à-dire que la réflexion, elle doit être collective et au plus près du terrain. C'est-à-dire que pour moi, en fait, on ne peut pas accepter seulement en fait, des directives nationales qui seraient juste déclinées à l'échelon local. Il faut construire localement avec la communauté éducative dans laquelle on est, c'est-à-dire avec les parents, avec les professeurs, avec le personnel de tout un établissement, en fait, la charte numérique que l'on veut pour l'établissement dans lequel on est, bien sûr dans le respect de la RGPD, des données personnelles et tout, bien sûr dans le respect de la loi, mais à une échelle locale, en essayant de réfléchir ensemble, en développant par exemple, je sais pas, des cafés des parents, mais qui aboutiraient sur la rédaction d'une charte communément admise par chacun et validée. Et là, moi, je crois qu'on serait dans la coéducation. Ouais. Voilà. Alors, le truc, c'est que tu as parlé tout à l'heure du temps algorithmique qui n'est pas le même que le temps biologique. Il y a le temps démocratique. Ce que tu évoques là, c'est le temps démocratique. Et lui, il est lent. Hein. Ouais. Il est lent. On le voit bien. Les gens qui nous disent on va repenser le capitalisme pour qu'il n'abîme pas, pour qu'il préserve le vivant, etc. On va décider ça démocratiquement. Le temps qu'on prenne nos décisions, on aura brûlé 50 fois la planète. On a cette même problématique, nous. Si on dit on va discuter avec les parents, dès qu'on voit que le président dit on va protéger les enfants au lycée et au collège de leur téléphone, déjà ça commence à râler en disant ah oui mais ils pourront plus contacter leurs parents et puis ça va les angoisser les parents et les enfants, etc. Donc ok, on va discuter, on va se mettre autour d'une table, on va parler et puis dans 10 ans on y sera encore et on aura fait 10 ans de génération qui seront on aura abîmées, perdu, et on aura fait 10 ans de dégâts. Quoi. On aura perdu. Ça c'est ce qui me préoccupe, c'est pas que je rejette dans le principe démocratique, mais là on est face à un truc, c'est le temps algorithmique, ça va à toute berzingue. Bah, là, ce que tu dis, si tu veux, ça fait émerger chez moi une image, hein, c'est-à-dire que... Alors, j'aime bien jouer aux échecs. On a le temps algorithmique en face de nous, en fait, qui joue en blitz, et nous, on est en partie longue. Et en fait, ça ne veut pas dire... Il va falloir que tu expliques. Alors, le blitz, en fait, aux échecs, c'est joué en 3 minutes, 5 minutes. Ouais. Donc, c'est des parties de 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, très rapides, Ouais. où on est obligé de réfléchir très vite. Ouais, tac, Et tac, ça, tac. c'est le temps algorithmique. Bien sûr. Et Mais encore, en face... il est même instantané le temps algorithmique. Oui, il est quasiment C'est même instantané, pas c'est-à-dire que une ça partie de va, 3 minutes, c'est une partie Ouais. d'une minute, on va dire. Mm. Et en face, en fait, on est partie longue, c'est-à-dire que là, il faut penser ses coups, donc la pensée profonde, Voilà. il faut la réfléchir, il faut réfléchir ses coups. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'on n'a pas perdu la bataille en tant qu'humain là-dessus. C'est pas parce qu'on joue moins vite, c'est pas parce qu'on va moins vite qu'on perd la bataille. La démocratie, peut-être que c'est plus lent, mais ça reste quand même, je veux dire, pour moi en tout cas, la façon de vivre ensemble, la meilleure. La moins pire. Voilà, moins pire. Voilà. Donc, c'est connu. donc, je suis pour une participation démocratique qui accorde de la place aussi bien aux parents qu'aux professeurs qu'au personnel d'un établissement pour penser ensemble, en fait, un usage raisonné, en fait, du numérique. Et ça, il faut que ce soit participatif pour que chacun puisse discuter de ces problématiques. Là, lorsque je présentais mon livre là, dans une librairie dernièrement, là, il y a une maman qui m'a dit, oui, mais voilà, comment je fais, en fait, par rapport... Je dis, ben, il faut discuter en fait avec lui, il faut lui demander quel est son usage. Moi j'ai une infirmière dernièrement qui me disait un lundi, il y a eu un élève qui est passé me voir, il a un temps d'écran de 17 heures sur le dimanche qui précédait. Autrement dit, il a passé sa journée sur l'écran. Oui, bien sûr. Et là, moi, j'étais estomaqué, quoi. Donc, ça, c'est à partager avec les familles. Il faut qu'on puisse en discuter, il faut qu'on puisse mettre, en fait... Et dans les établissements scolaires, il y a quand même des personnes qui sont en ressources, des enseignants, mais aussi des psychologues, mais aussi des infirmières, mais aussi parfois des assistantes sociales, des personnels de direction, des personnels aussi... des agents, voilà, avec qui on peut arriver à partager et à créer du lien en fait avec les familles et à avoir quelque chose qui soit homogène, une proposition cohérente pour la vie de l'élève qui va donc de l'école jusqu'à chez lui, donc qui couvre l'ensemble en fait de son temps de vie, de façon à pouvoir lui proposer un cadre cohérent. Mais il faut que lui aussi soit participatif. C'est-à-dire que je mets aussi les élèves dans la communauté éducative. Il faut aussi qu'eux participent à ça, parce que parfois, ils sont très lucides par rapport à ces utilisations, et parfois,
Peu. Par contre, oui, ce qu'ils me disent, en très grande majorité, ces mesures, c'est vous, les vieux, qui êtes inquiets. Ne vous inquiétez pas, on maîtrise. Hein, c'est la réponse essentielle que j'ai eue dans ma classe, c'est vous inquiétez pas, on gère. Quand même, sauf que quand même, au bout du compte, il y a un travail à leur faire pour qu'ils se détachent d'eux-mêmes, un travail de réflexivité typique de ce qu'on apprend à faire à l'école, pour se voir en train de pratiquer. La métacognition numérique. J'appelle ça la métacognition numérique, c'est-à-dire se voir en train d'utiliser l'IA. Alors j'aurais pu appeler ça prendre du recul, mais ça serait faux. C'est pas prendre du recul, c'est se voir faire en faisant. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça. Donc c'est pas du tout. J'espère que c'est pas pédant, parce qu'en fait, je suis pas arrivé à trouver un autre terme que celui-là pour décrire le. Voilà. Ils sont parfaits. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que cette connaissance de soi-même dans son usage, dans sa pratique, elle est fondamentale parce qu'elle permet de prendre du recul. Et les élèves en question, et notamment l'élève qui a été reçu par cette infirmière-là, lorsqu'elle lui a dit « tu te rends compte que tu as passé 17 heures et que dans une journée, en fait, il y a 24 heures eh bien, l'élève, il a fait un recul. Il ne s'était pas aperçu de ça. Donc le fait, en fait, de pouvoir mettre en face des élèves, en fait, leur propre usage, rien que ça, des fois, ça permet, en fait, aux élèves de se rendre compte de cette pratique-là. Donc, moi, je trouve qu'il faut vraiment associer l'ensemble des personnes à ça, et il faut permettre, en fait, un usage critique du numérique avec une charte qui soit partagée à l'échelon le plus local possible, parce que je trouve que l'usage qu'il y a ici dans un quartier de Paris, c'est pas le même que celui qu'il y aura dans le monde rural. Il y a différents usages, et je crois qu'il faut être au plus proche du terrain pour pouvoir avoir une proposition adaptée. Voilà. Et je ne crois pas que les techniciens les plus avancés dans l'intelligence artificielle soient les plus qualifiés pour faire ce travail. Je crois vraiment que c'est aux familles, aux éducateurs, aux enseignants, au personnel de l'établissement scolaire, aux élèves eux-mêmes de faire ce travail-là. On n'a aucune leçon à recevoir d'un spécialiste en informatique là-dessus. C'est strictement humain, en fait, pour moi. Mais c'est super, on en parlerait des heures, on est un peu au bout de la discussion. Est-ce qu'on peut avoir une question dans le public ? En fait, moi, je réfléchis depuis tout à l'heure entre cet aboutissement entre interdiction et usage de l'IA, dans un cadre là, scolaire ou académique. Et en fait, d'un point de vue, parce que moi-même, j'ai été élève, en tout cas à la fac, moi-même, on m'a présenté avec ces questions de si vous l'utilisez, vous faites attention, moi, je ne veux pas devoir faire avec l'IA. Et en fait, ce qui me manque à chaque fois, mais qu'on nous explique, c'est quoi en fait l'IA ? De quoi dans le monde dépend l'IA ? Et moi, c'est ce que moi j'ai embêté moi-même pendant ma licence après le Covid, parce que la question de l'IA venait, et je me suis dit, avant de savoir si je dois l'utiliser ou pas, c'est quoi en fait. Alors, et tu as quel âge ? 23 ans. 23 ans. Et moi, vraiment, le centre de ce que je trouve très important et ce que je trouve est émancipateur pour les jeunes, dont je fais partie, c'est en fait qu'on nous dise, renseignez-vous, et on va vous donner les outils pour vous renseigner sur ce que c'est l'IA. L'IA, c'est quoi ? L'IA, c'est pas juste cette interface, c'est pas juste comment l'interface fonctionne, c'est ces centres de data center dans le monde. Ah oui, ça, il parle aussi. Cette capacité à capter les détails de la vie personnelle sur Internet via des sites. C'est plein de choses, l'IA. Et c'est moi, en comprenant, en faisant mes recherches de c'était quoi l'IA, matériellement, physiquement et d'un point de vue usager, que je vais faire ensuite un choix éthique, personnel, de ne pas l'utiliser. Et je pense que c'est émancipateur pour les élèves, qu'en fait, qu'avant qu'on leur dise ça faites-le comme ça faites-le comme ça, qu'on leur dise ça c'est notre sujet, c'est l'IA. Et là, je vais vous dire pourquoi ça a été créé, comment ça existe dans notre monde. Et c'est grâce, je pense, et c'est empathique en fait. Ça peut être une empathie écologique, mais même sociale. On apprend que l'IA puise des données personnelles. On peut aussi se dire, là, ma réponse de ChatGPT, elle dépend de plein de gens qui se sont fait voler leurs informations personnelles. Ou ma réponse de ChatGPT, elle dépend d'un gisement d'eau au Mexique qui est en train de se faire pomper juste pour que j'ai la réponse. Et moi, je pense que le plus émancipateur, c'est de dire aux élèves, on sait que vous pouvez comprendre comment fonctionne ce gros système qu'est l'IA dans le monde, pour qu'en fait vous vous en fassiez une idée personnelle. Et ensuite, peu importe l'idée que vous en avez de pro, contre, mitigé, nous ensuite on vous aide à comprendre comment l'utiliser et voir si vous ne souhaitez pas l'utiliser. On vous aide à comprendre pourquoi est-ce que
le choix de ne pas l'utiliser, voire de l'interdire, est quelque chose à prendre en compte et pas juste de réfractaire. Oui, je suis absolument d'accord et pour moi, en fait, tout ça est volontairement caché. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, c'est une boîte noire et c'est volontairement caché. Il y a des biais algorithmiques qui, à un moment donné, étaient d'ailleurs un petit peu sexistes, racistes, orientés voilà, de certaines façons qui, moi, me déplaisent fortement. Et donc, cette boîte noire, effectivement, il faut la casser et il faut regarder ce qu'il y a dedans et il faut que ça, Il faut le montrer. Il faut le montrer. Il faut le montrer à tout le monde. Il faut le montrer. Et aux jeunes en premier. Oui. Et aux jeunes en premier. Oui, c'est vrai. Moi, juste, c'est vrai que, Merci. puisque les élèves nous disent là en ce moment, vous savez, dans tous les cours, on nous parle d'écologie, en histoire, en SVT, en économie, et on en a ras-le-bol. Donc, juste un truc, c'est vrai que nous, les vieux, les boomers, là, on est inquiets de plein de choses, hein, qu'on n'a pas vu arriver d'ailleurs, hein, et qui sont arrivés tranquillement en tentant. Puis maintenant, on se réveille, on s'inquiète. Et c'est vrai qu'on peut effectivement, c'est important qu'on donne aux jeunes les moyens, vraiment en toute conscience, de savoir ce qu'ils font, hein, c'est ça, être casser la boîte noire. Parce que tu parles de faire des usages raisonnés. Mon association, elle s'appelle Éducation numérique raisonnée. Il faut utiliser sa raison. Voilà. Mais de temps en temps, un peu de passion dans le débat ne ferait pas de mal, et y compris si c'est un moment pour dire stop. Ça serait peut-être pas idiot. Mais restons optimistes puisque tu l'es, Ahmed. Merci énormément pour cette réflexion. Merci à toi d'avoir accompagné là-dedans. On se revoit bientôt j'espère. Pour faire avancer le débat. J'espère qu'on aura avancé. Ok, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont suivi ça. Merci.